d'accueillir Laetitia Fontaine. Laetitia, c'est à toi. Donc Laetitia est directrice de l'IDEFI Amaco. Elle vous expliquera en quoi ça consiste. Enseignant-chercheur également à l'INSA de Grenoble. Et donc elle va nous présenter un exemple de déploiement d'apprentissage expérientiel dans ton domaine, Laetitia. Voilà. Donc on va faire ce pas de côté avec toi. Merci d'être là. Merci. Merci Emmanuel. Je prends le micro parce que j'ai une toute petite voix, alors sinon je vais crier, je vais perdre ma voix. Donc merci pour l'invitation. Je suis dans un milieu que je ne connais pas du tout, donc c'est la nouveauté, c'est bien. Et puis voilà, en participant aux ateliers ce matin, je me suis rendu compte qu'il y avait à la fois plein de points communs entre ce qui se faisait ici et ce qu'on faisait, et puis tout en étant dans un domaine complètement différent. Donc ça a été assez chouette pour moi de voir comment des choses pouvaient s'appliquer dans des domaines différents, et j'espère que dans le sens contraire, vous aurez aussi du plaisir à voir cela dans ce qu'on fait nous, et qui se rapproche de certaines de vos pratiques. Je suis assez impressionnée de ce que j'ai vu ce matin. Donc voilà, je suis un peu aussi, du coup, impressionnée et honorée que Emmanuel m'ait donné la parole autant dans cette journée. Donc je suis ingénieure de formation, ingénieure matériaux, et puis je travaille depuis 2003-2004 à l'école d'architecture de Grenoble en tant qu'enseignant-chercheur, et depuis 2012 je suis responsable de l'IDEFI Amaco. Alors IDEFI, je ne sais pas si tout le monde voit ce dont il s'agit, ce sont des projets qui ont été primés dans le cadre des investissements d'avenir, au même titre que les LABEX, etc., Equipex, et qui concernent les formations innovantes. Donc on est soutenu jusqu'en 2019 par l'État, et ensuite on verra ce qu'on devient. Donc Amaco, ce sont des initiales pour atelier matière à construire. Donc atelier pour apprentissage expérientiel, et matière à construire parce qu'on se situe dans le domaine de la construction, en particulier de la construction durable, avec un focus sur les matières qui vont permettre de construire. Et puis on est un consortium de 4 partenaires qui permettent de mixer les disciplines, donc les sciences de l'architecture avec l'école d'architecture de Grenoble, les sciences de la matière avec l'INSA de Lyon, de l'ingénieur, de l'application, et puis le SPCI, qui est une école de physiciens à Paris. Et puis ces trois instituts d'enseignement supérieur se regroupent aux grands ateliers. Alors les grands ateliers, je pense pas que vous connaissiez. C'est une plateforme d'expérimentation autour de la construction durable qui est située à Villefontaine dans le Nord Isère, plus près de Lyon que de Grenoble. Et c'est un formidable outil pédagogique qui existe depuis 2002, qui permet d'expérimenter à l'échelle 1 pour justement des étudiants en école d'architecture, école d'ingénieur, de mixer les étudiants aussi entre écoles, et vraiment de passer de la théorie à la pratique. Donc c'est un très très bel outil, très grand, qui permet de faire plein de choses au niveau expérimental, et donc on est basé là-bas. Alors d'où vient Amaco? Ça vient d'un programme qui a été développé auparavant à l'école d'architecture de Grenoble, justement de 2003 à 2012, qui s'appelait Grain de bâtisseur, et qui visait à... la question de départ, c'était comment est-ce qu'on peut mieux faire comprendre les sciences, la physico-chimie de la matière aux étudiants en école d'architecture qui n'ont pas de base scientifique élevée. Et donc, comment faire comprendre les mécanismes physico-chimiques qui vont permettre ensuite d'utiliser intelligemment la matière pour construire à partir d'expériences de coin de table. C'est un peu basé sur... c'est le même principe que les manips de coin de table de Pierre-Gilles de Gênes, pour ceux qui connaissent, qui sont à la base d'un dispositif dont je viens d'oublier le nom. La main à la pâte, merci. Donc c'était un peu basé là-dessus, avec, comme ça a été développé au laboratoire Cratère à l'école d'architecture de Grenoble, qui est un laboratoire qui travaille principalement sur la construction en terre crue. Donc c'était des manips qui permettent de comprendre comment et pourquoi on peut construire en terre crue aujourd'hui de manière contre-intuitive, parce que quand on dit qu'on construit en terre crue, en général, les gens nous disent mais ça tiendra jamais. Dès qu'il va pleuvoir, ça va s'écrouler, etc. Donc voilà, c'était vraiment de montrer que de manière un peu scientifique, comment on pouvait construire en terre crue aujourd'hui. Ce travail a abouti à une exposition qui a été coproduite avec la Cité des sciences et de l'industrie, donc qui montrait une reconnaissance aussi de la thématique un peu dans
dans cet antre de la science qui est la Cité des Sciences, et puis qui a circulé, qui a été présenté en 2016, notamment au Musée des Confluences, et puis un livre qui s'appelle Bâtir en terre. Alors pour revenir à Amaco, on est une équipe de 10 à 15 personnes à la croisée des disciplines. Donc on a à la fois, puisque ce sont des personnes qui sont en partie issues des membres partenaires, des architectes, des ingénieurs, mais aussi des artisans pour l'aspect vraiment concret de la construction. Et puis des artistes, parce que vous verrez qu'on incorpore beaucoup de la part artistique dans nos travaux. Et puis évidemment des formateurs, des facilitateurs, des enseignants, des communicants, tous ces gens qui travaillent autour de la formation. Alors, juste quelques chiffres pour que vous ayez ça en tête, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Depuis 2012, on a donné ou participé à donner avec des enseignants plus de 2000 heures de formation auprès de 11 000 apprenants dans plus de 35 établissements de formation. Donc à chaque fois, on accompagne des enseignants qui nous sollicitent à développer des nouveaux contenus pédagogiques avec des modes pédagogiques qu'ils n'utilisent pas ou peu d'habitude. Et principalement dans la formation initiale, puisque c'est le mandat du soutien IDEFI, mais aussi de plus en plus dans la formation continue auprès des professionnels et puis dans la formation de formateurs. Et la moitié de notre activité est en France, la moitié à l'international. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'objectif est de développer à la fois des modes pédagogiques et des contenus pédagogiques autour de l'enseignement de la construction durable, et en particulier avec un focus sur les matières qui sont matières à construire, matériaux qui sont bruts, peu transformés et surtout non conventionnels, donc peu réglementés, peu normalisés, etc., comme typiquement la terre crue ou les matériaux à base de fibres végétales. Donc l'idée étant que ce sont des matériaux qui sont dans des filières de construction qui sont soit inexistantes, soit qui sont en cours de développement aujourd'hui et qui ne sont pas insérées fortement sur le marché. Et donc de permettre aux futurs professionnels, aux étudiants, de changer de regard sur comment utiliser des choses qui sont juste des matières premières qui sont justement peu réglementées pour innover dans la construction. Alors, on fait principalement de la formation, mais on s'appuie aussi sur 4 autres domaines. Donc pour innover sur des contenus, il faut qu'il y ait des résultats de recherche, notamment de recherche appliquée, qui soient développés. Donc on développe aussi des activités de recherche appliquée en partenariat avec des laboratoires pour justement développer des nouveaux modes constructifs issus de ces matières qu'on enseigne. Donc le lien formation-recherche est concret, y compris en interne dans Amaco. Et puis, on développe aussi du conseil et de l'expertise pour avoir une action concrète sur les filières de construction aujourd'hui. Donc, on accompagne des maîtres d'ouvrage, des bailleurs sociaux, etc., à mettre en place des filières de construction alternatives. Et puis, on a toute une activité de sensibilisation, valorisation et d'essaimage qui est demandée aussi par le programme IDEFI. Alors pour cela, on s'appuie sur des réseaux de partenaires. On n'est pas tout seul. Évidemment, les membres, les 9 qui sont là, ce sont les membres du comité de pilotage qui sont issus des établissements partenaires. Et puis là, ce sont des ressources, des personnes ressources en termes de pédagogie dans l'enseignement supérieur. Donc je ne sais pas si vous les connaissez, il y a Denis Berthiaud, Nicole Redger-Colette et Jean-Luc Castel qui est ingénieur pédagogique à l'école d'architecture de Lyon. Et donc ces 3 personnes nous accompagnent sur différents temps, sur justement la formalisation et la valorisation de nos résultats. Et puis on a tout un réseau de chercheurs ressources dans les laboratoires beaucoup plus larges qui nous permettent d'élaborer les contenus pédagogiques. Alors, pour développer ces contenus pédagogiques, on se base sur le fait que puisqu'on souhaite enseigner aux futurs professionnels de construire avec des matériaux qui sont aujourd'hui pas forcément sur le marché et pas forcément disponibles dans des catalogues de matériaux, l'idée c'est qu'il y ait une prise de conscience et un changement de regard qui va impliquer un changement de regard et un changement d'habitude sur la manière dont on construit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va pas, un architecte ou un ingénieur dans un bureau d'études, quand il va choisir les matériaux avec lesquels il construit, il va pas forcément avoir les mêmes mécanismes de réflexion sur comment choisir
le matériau avec lequel il va construire, il va justement avoir un autre regard qu'on va essayer de lui insuffler dans nos formations. Et ça nécessite des apprentissages qui seront multiples et approfondis, et notamment on se base sur la complémentarité beaucoup entre les apprentissages cognitifs, les apprentissages psychomoteurs et les apprentissages affectifs, qui sont aussi très très importants, et qui amènent à baser la majorité de nos enseignements sur l'apprentissage expérientiel, qui n'est pas le seul qu'on propose, mais qui est un élément toujours assez fort dans les formations qu'on met en œuvre. Alors, l'apprentissage expérientiel, il se traduit par plusieurs principes. Là, je vais les énoncer, et puis après, j'irai plus sur des exemples concrets pour que vous puissiez voir vraiment en quoi ça se concrétise, vraiment ça. Donc, avec des phases de mise en contexte, donc que ce soit par des démonstrations scientifiques ou justement ce que je vous disais tout à l'heure, les manips de coin de table qui vont permettre de généraliser un peu les comportements physico-chimiques de la matière, des études de cas réels sur des bâtiments, par exemple, qui ont été construits avec des matériaux qu'on enseigne, et puis des retours d'expérience, des témoignages du monde des professionnels, etc. Ensuite, on a de l'expérimentation encadrée, donc avec des ateliers de pratique de technique, et puis aussi des ateliers sensoriels sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, sur l'apprentissage justement émotionnel et affectif. Beaucoup de travail collaboratif et interdisciplinaire quand c'est possible. Donc à chaque fois, on essaye de mixer les publics. J'y reviendrai aussi. Et pas seulement les étudiants, mais aussi les étudiants avec les professionnels, les étudiants avec les chercheurs, les étudiants avec les scolaires, le grand public, etc. Et puis, ça nécessite aussi une prise de recul sur les actions qui sont menées. Donc, à chaque fois, en fait, l'apprentissage expérientiel, voilà, on est dans l'expérience, mais il y a toujours besoin aussi d'un moment où on recule et puis on regarde ce qui s'est passé pour bénéficier de l'apprentissage. Et donc, ça se fait beaucoup par des temps d'échange formels ou informels durant la formation, par des modes d'évaluation formatifs, et puis aussi par des expériences scientifiques contre-intuitives dont je parlais au début, qui comme elles sont contre-intuitives, permettent de se poser des questions et d'apprendre à désapprendre, en fait. Ça, j'y reviendrai aussi. Là, vous avez... oui, voilà. Et puis, là l'exemple, c'est important, c'est que les objectifs pédagogiques aussi sont souvent co-construits avec les étudiants au début d'un projet. Donc là, ça, c'est le résultat d'un travail d'étudiants qui vont fixer ensemble avec les enseignants les objectifs pédagogiques du projet. Et puis, il y avait des ateliers encadrés, il y a aussi l'exploration créative, donc que ce soit dans le cadre d'un projet académique, donc un peu virtuel en fait, sans application réelle, mais aussi ça peut être aussi dans le cadre d'un projet réel, où on verra tout à l'heure les cas où on a pu avoir des projets qui aboutissaient à des bâtiments qui ensuite sont utilisés par des vrais gens. Et puis après, on a donc toute cette pratique-là, tous ces objectifs, ça demande, le plus important, c'est que ça demande un engagement très très fort des apprenants dans leurs apprentissages, et donc tous nos modes pédagogiques vont viser vraiment cet engagement des apprenants. Comment est-ce qu'ils vont se sentir investis et s'impliquer dans les apprentissages. Donc on se base, comme je l'ai dit, beaucoup sur l'expérimentation, beaucoup sur les approches liées aux perceptions, au sensoriel, sur l'émotion, les apprentissages affectifs, et puis le travail collaboratif, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors on a quatre thématiques, 4 modes d'exploration sur les matières à construire. Donc ça c'est un peu pour clarifier un peu, mais en général, c'est assez mélangé. On ne fait pas première partie la science, deuxième partie l'art, troisième partie la technique et l'architecture. C'est souvent mêlé, mais c'est une manière pour nous de clarifier les contenus qu'on développe. Donc la science, avec justement la compréhension des mécanismes physico-chimiques des matières à construire, de comment ça fonctionne. L'art, avec le langage sensible de la matière. Les techniques de construction, donc une fois qu'on sait ce que c'est comment on a compris de quoi a été fait, de comment fonctionne un matériau de construction, il faut trouver la technique de construction et souvent innover dans la technique de construction pour passer à un matériau qui puisse être utilisé dans un bâtiment. Et puis jusqu'à l'architecture, et en particulier avec l'objectif de développer des filières de construction alternatives.
Alors, donc comme je vous le disais tout à l'heure, l'idée c'est que pour sortir un peu des enseignements matériaux qu'on a dans les écoles d'architecture ou les écoles d'ingénieurs, on a par exemple un cours sur comment construire en béton, comment construire en acier, comment construire, si on a de la chance, en bois. Et bien là, on sort de l'approche matériaux et on va avoir une approche plutôt matière. Alors ça veut dire quoi l'approche matière? Ça veut dire qu'on va parler plutôt que de parler de béton, d'acier, de bois, on va parler de grains, d'argile, d'eau, de fibres, de liants minéraux. Et ces différents composants élémentaires en fait, vont être assemblés pour former des matériaux de construction. Et c'est là qu'on peut faire des analogies, typiquement entre le béton-ciment et la terre. Quelqu'un qui ne connaît pas la construction en terre va dire mais rien à voir, un béton-ciment c'est un matériau solide qui est insensible à l'eau, etc. La terre ça ne tient pas, etc. Il y a beaucoup de préconceptions là-dessus. Et en fait, en faisant des analogies comme ça à partir des matières constituantes des matériaux, on arrive à voir qu'il y a des similarités. Et à tel point que les recherches qui ont été faites, qui sont très très importantes dans le domaine des bétons, peuvent aussi être appliquées à la terre. Et les résultats des recherches peuvent aussi être appliqués à la terre. Et on se rend compte aussi que les premiers bétons ont été développés historiquement à partir, les premiers bétons de ciment ont été développés historiquement à partir de méthodes de construction traditionnelles en terre. Donc voilà, ça permet de faire des liens entre les techniques au lieu de les opposer et de dire, voilà, construire en terre, ça n'a rien à voir avec construire en béton. En fait, si, c'est très similaire, on peut utiliser les connaissances existantes. Alors, je vous parlais d'expériences contre-intuitives, donc ça, ce sont les manips de coin de table. Donc, ces expériences contre-intuitives, elles visent justement à changer de regard sur ces matériaux, à perturber les conceptions et à apprendre à désapprendre. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Ici, c'est juste du sable sec qu'on étale sur une plaque et qu'on vibre. Et ce dont on se rend compte là, c'est que les vibrations, au lieu de désorganiser encore plus la matière, elles vont organiser la matière selon des petits monticules qui ont un angle de pente constante, et que ces vibrations vont plutôt organiser que désorganiser la matière. Donc on a tendance à croire qu'en vibrant, en mélangeant, on va favoriser le mélange, et souvent non, on ne favorise pas le mélange, au contraire on démélange. Un autre exemple, c'est on verse du sable sec dans une fine couche d'eau. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'au lieu on pourrait penser à première vue que le sable sec va s'étaler dans l'eau et faire une flaque de sable mouillé dans l'eau. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un double phénomène. Il y a un phénomène de cohésion capillaire, c'est-à-dire que l'eau il y a déjà le phénomène de remontée capillaire, c'est-à-dire que l'eau qui est dans la flaque, la fine couche d'eau, va remonter entre les grains, et ensuite l'eau va faire de la cohésion capillaire, va coller les grains entre eux. Donc on a vraiment la mise en évidence de deux phénomènes de cohésion capillaire et de remontée capillaire, qui sont des phénomènes très importants dans la construction avec les matériaux à base de grains comme les bétons ou la terre. Donc, à partir d'expériences de ce type dont le résultat va à l'encontre de ce à quoi on peut s'attendre, si on pose la question à l'apprenant au départ, il va nous dire quelque chose, et en fait le résultat est inverse, et donc du coup ça lui permet vraiment de remettre en question ses préconceptions. Et puis il y a des expériences plus... On insiste aussi beaucoup sur l'aspect esthétique, l'émotion qu'apporte l'esthétisme de la matière. Donc ça, c'est une pomme de pin qui réagit en fonction de l'humidité de l'air. Et on pourrait se dire quel est le rapport avec la construction. En fait, il y en a un très important, c'est que la pomme de pin, c'est un matériau constitué, c'est une bilame
de fibres. Donc il y a deux couches, une à l'intérieur et une à l'extérieur, qui se comportent de manière différente à l'humidité. Et quand il y a des variations d'humidité relative, eh bien, la différence de comportement de gonflement et de rétractation des deux lames va provoquer ce mouvement qui va permettre à la pomme de pin de s'ouvrir ou de se fermer. Et ça, ce sont des mécanismes qui sont existants dans les bâtiments qui sont construits par exemple à partir de bois ou des choses comme ça, qui peuvent même être, il y a des prototypes qui ont été faits utilisant ce principe-là, c'est-à-dire que ce sont des sortes de fenêtres dans un bâtiment expérimental où les ouvertures vont s'ouvrir et se fermer en fonction de l'humidité relative, et ça permet de réguler comme ça l'apport d'air ou solaire dans le bâtiment. Et puis une dernière, ça c'est une fine tranche de bois, donc là c'est un détail morphologique du bois, et on va voir en accéléré comment une feuille de bois sèche. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que en séchant, de la même manière qu'on voyait tout à l'heure la pomme de pin, la différence d'organisation des fibres entre le centre et l'extérieur va provoquer des rétractations différentielles qui vont modifier le séchage et donc l'organisation dans l'espace des fibres. Ça aussi, c'est des choses qui ont un impact sur la construction. Donc, ce qu'on a vu ici, c'est que du coup, ces expériences-là qui sont filmées, elles sont si possible filmées de manière esthétique pour justement créer un intérêt esthétique. Et puis les vidéos, ça nous permet de les utiliser. Quand on peut pas, alors soit ces expériences on les fait en direct, donc ça c'est une possibilité, soit quand on peut pas les faire en direct, et bien c'est ces vidéos qui nous permettent de les montrer en amphi. Là c'est un exemple où il y a les vidéos, les manips qui sont réalisées en direct et retransmises, en direct sur l'écran, mais dans certains cas c'est pas possible, ça demande beaucoup de logistique, donc du coup elles sont retransmises sous forme de vidéos, et puis on a une centaine de vidéos de manip qui sont disponibles aussi sur Internet pour être utilisées par les enseignants. Toujours sur la thématique des matières premières, dans les ateliers, on met toujours à disposition des bibliothèques de matières, donc des matériothèques qui permettent justement aux apprenants d'aller faire leur choix en fait. Donc on a des terres différentes, des sables, des fibres, et puis du coup il va y avoir des ateliers encadrés où là on va leur donner les recettes, etc. Et puis il y a des ateliers créatifs où justement ils vont pouvoir se former eux-mêmes leurs recettes, tester des recettes à partir d'une bibliothèque de matières premières qu'on leur met à disposition. Donc ça c'est très important de leur mettre à disposition ces matières, et c'est aussi très important la manière dont ces matières sont mises à disposition, c'est-à-dire l'organisation spatiale de ces bibliothèques de matières, leur disponibilité, etc. Comme je disais, il y a un aspect important sur la beauté des matières premières qu'on utilise, qui a un lien avec le fait que ce soit des matériaux bruts qu'on retrouve souvent dans la nature et qui nous relient en fait à des mécanismes, enfin des choses qu'on a profondément en nous depuis très longtemps. On a aussi toute une thématique sur des ateliers sensoriels. Donc ça, c'est plutôt des choses qu'on va faire en introduction dans nos formations.
Donc là, l'idée, c'est de solliciter des sens différents du sens principal qu'on sollicite quand on apprend, c'est-à-dire la vue. Surtout dans l'apprentissage expérientiel, on travaille beaucoup avec les mains, mais aussi avec d'autres sens, donc le toucher, mais aussi là avec d'autres sens. Donc l'idée, c'est qu'on va bander les yeux des apprenants de manière à ce qu'ils puissent justement solliciter leur autre sens. Donc leur autre sens, c'est le toucher, évidemment, mais aussi l'ouïe, le goût, voilà, et de manière à percevoir différemment les matières qu'on leur propose. Alors ça peut se faire en amphi, hein, et on a des petits bacs que les étudiants se font passer les uns aux autres. Donc il y a une première phase vraiment de découverte expérientielle. Et puis après, il n'y a pas que ça. Comme je le disais, il y a vraiment ce qui se passe après. Donc la phase suivante, c'est qu'on enlève le bandeau et puis on discute avec, on fait part de ses ressentis à l'oral, on partage ses ressentis, etc. Et puis après, il y a une phase de formalisation où soit individuellement, soit en groupe, on va écrire, formaliser ses ressentis, et ça donne lieu à des fiches comme ça où justement l'idée c'est de poser des mots sur des choses sur lesquelles on n'a pas l'habitude de poser des mots sur ces ressentis par d'autres sens. Et on a fait un petit travail sur des retours d'expérience sur ces ateliers-là, et c'est assez intéressant. Je peux en lire quelques-uns. De pouvoir apprendre, alors c'est du langage parlé, hein, de pouvoir apprendre de quand on la touche, la terre, quand on la mouille, quand on l'explore au niveau du corps, on est capable d'emmagasiner des informations et de pouvoir se dire qu'en fait ce n'est pas rien. C'est quelque chose qu'on peut utiliser pour construire ou pour faire plein d'autres choses, et en tant qu'étudiante, ça ouvre beaucoup de perspectives par rapport au futur et au métier d'architecte. En sentant l'odeur, je sais que c'est une terre qui a plein d'argile, qui a plein d'humus. D'autres sont très très douces, d'autres sont très très collantes, d'autres sont rugueuses. Du coup, je me sens à l'aise en utilisant certaines terres plus que d'autres. On touche cette terre pour voir si elle est sableuse, argileuse, poussiéreuse, pour voir vraiment en quoi cette terre elle est assoiffée. À un moment donné, on a vraiment envie de savoir en soi, à l'intérieur de son corps, même du ventre, qu'est-ce qu'on ressent. On ressent qu'il y a des mouvements qui se passent, on est transporté loin dans le paysage, on est à la plage pieds nus, on sent qu'on a de la poussière à la main, on sent qu'elle est assez belle. En fait, niveau texture déjà, à vue d'œil, au goûter aussi. Pendant les ateliers, j'ai vraiment découvert la terre autrement. Selon certaines terres, ça m'a vraiment rappelé des souvenirs de quand j'étais petite, où vraiment j'ai pu comprendre pourquoi j'étais venue à la terre justement. Donc ça fait vraiment appel à des émotions qui sont vraiment archaïques, on pourrait dire. Et il y a même des fois où il y a des apprenants qui se mettent à pleurer tellement c'est fort ce contact avec la matière. Donc ça permet vraiment quelque chose qu'on développe pas vraiment de manière théorique, mais qu'on constate pour l'instant, c'est que ça permet vraiment une connexion au monde environnant, et puis du coup à soi aussi, et au lien entre soi et le monde. Entre l'image que l'on se fait du monde et l'image que nous renvoie aussi la matière et donc le monde. Là, on voit aussi un atelier qui a été développé pour des étudiants ingénieurs, donc qui sont souvent beaucoup dans le mental et dans le cognitif, et qui vraiment ressentent, expérimentent la matière d'une autre manière. Ensuite, on a des ateliers encadrés, donc beaucoup d'ateliers encadrés. Ça va être principalement sous forme d'apprentissage collaboratif en équipe, et puis souvent avec des défis, faire la tour la plus haute, faire le pont le plus résistant, etc. Donc des petits défis entre équipes, et puis des choses qui se font ensemble. Ça peut être pour des grands groupes, où là il faut avoir un peu d'espace pour pouvoir faire beaucoup d'ateliers en parallèle. Et ensuite, il y a des temps de débriefing où justement on va passer de groupe en groupe, et chaque groupe va expliquer aux autres le résultat ce qu'il a analysé de ce qui s'est passé dans son expérimentation. Des ateliers expérimentaux aussi encadrés, où on va innover en fait. C'est-à-dire que là ce qu'on est en train d'expérimenter, là c'est une technique de construction qui n'existe pas, et dans le cadre de nos recherches, on est en train de le développer. Donc là l'idée c'est vraiment d'être très très proche des résultats de la recherche, et de ne pas diffuser un savoir qui est figé, acquis, mais vraiment qui est en train de se faire. Donc là, on est
vraiment dans le cas où les étudiants sont aussi en phase exploratoire de recherche avec nous. Et puis un autre exercice, ça s'appelle la tour de sable. Donc l'idée c'est encore une fois contre-intuitif de dire que tout le monde a déjà fait des châteaux de sable sur la plage, mais l'idée c'est d'avoir des structures assez importantes. Là aussi c'est un travail par groupe, ça peut se faire pour des grands groupes. Chaque groupe est responsable d'un petit élément de la tour et à la fin il y a un référent par groupe qui va aller monter sa part sur la tour de sable qu'on décoffre à la fin. Donc ça c'est un travail vraiment qui permet de passer de la phase je suis seule avec mon élément et je le fais du mieux que je peux, puisque ça demande un travail de précision. Ensuite, une phase de on met ensemble et puis on célèbre le résultat collectif. Donc voilà, passer de l'individuel au collectif global sur le résultat. Et cet outil-là, il fonctionne très bien parce que ça permet justement de faire travailler des grands groupes. Et donc du coup, c'est un des éléments qu'on développe en termes de mallette pédagogique, en fait, où il y a le matériel, le manuel et puis la formation de formateurs qui est associée, qui après peut fonctionner de manière autonome. On utilise beaucoup les séances de créativité. Dans les projets, il y a toujours une phase où on va déterminer quel est le problème auquel on veut répondre. Donc soit il est posé, soit il est conçu par les étudiants. Donc du travail collectif en groupe sur à quelle demande on répond et quel processus on va utiliser pour y répondre. Et puis des phases de conception aussi, puisque quand on a affaire à des étudiants d'architecture, il y a toujours cette phase de conception du projet archi qui vient avant la réalisation. Donc là, c'est un atelier qui s'appelle Jeu d'Adobe, où justement l'idée c'est de réinterpréter la construction d'Adobe. Un adobe, c'est une brique de terre crue séchée à l'air libre, donc non cuite, c'est pas de la terre cuite. Et l'idée c'est de créer des nouvelles formes de briques qui vont ensuite s'agencer pour faire des murs qui n'existent pas dans les traditions, dans les cultures constructives. Donc il y a toujours une phase de conception où on va sur le papier, en groupe, imaginer des modes de production à la fois des briques mais aussi d'assemblage, fabriquer les moules qui vont permettre de faire les éléments, fabriquer les éléments et ensuite assembler les éléments. Et de la même manière, c'est toujours un travail collaboratif où chacun a son point fort en fait, entre celui qui est plus à l'aise dans la conception, celui qui est plus à l'aise dans la pratique, etc. Et puis c'est aussi sous forme un peu de défi entre les groupes sur celui qui va faire le mur qui tient le mieux ou qui est le plus beau, etc. Ça c'est l'atelier Jeu d'Adobe où là c'était juste un récapitulatif pour montrer que il y a des ateliers encadrés, il y a du travail collaboratif, il y a de la créativité et puis toujours l'objet final qui est célébré comme résultat du travail. Et puis on s'aide, je vous l'avais dit tout à l'heure, on s'aide beaucoup aussi de vidéos dans le cadre pour montrer ce qui existe déjà en fait, puisque souvent la vision des enseignants mais aussi des apprenants, c'est que oui d'accord, vous nous dites qu'on peut construire en terre, mais en fait dans la vraie vie ça n'existe pas. Voilà, vous nous racontez un peu des trucs imaginaires, mais c'est pas réel. Et en fait, voilà, l'idée c'est aussi à travers des vidéos, des études de cas, des témoignages de professionnels, etc., de montrer que si ça existe concrètement. Donc on fait des vidéos de chantiers réels pour les montrer, et on fait aussi des tables rondes, des interventions de professionnels, etc., et des visites de chantier. Donc ça c'est juste un extrait d'une vidéo. Donc c'est du pisé, pour ceux qui habitent dans certaines parties de l'Isère. C'est une technique de construction traditionnelle qui existe encore. Et ça c'est une halle de préfabrication de pisé qui a été développée en Allemagne et en Autriche par un constructeur qui s'appelle Martin Rohr.
Bon, là, c'est vraiment un court extrait, mais il y a plein de vidéos qui montrent des processus de construction. À travers l'apprentissage collaboratif, il y a, tout à l'heure je vous disais que la matière, elle permet de se reconnecter au monde, elle se permet de se reconnecter aussi à ce qu'on est profondément, mais elle permet aussi, les apprentissages qu'on développe permettent aussi de se connecter à l'autre et de travailler en intelligence collective, c'est-à-dire sur certains, comme on a plein de modes pédagogiques dans une formation, que chacun puisse apporter ses compétences là où il se sent le plus à l'aise. Et y compris sur le rôle du formateur qui va être tour à tour animateur, formateur ou d'autres choses que j'ai oublié. Donc l'idée aussi c'est donc de prendre conscience de l'autre, de travailler en intelligence collective. Ça se manifeste particulièrement dans les grands groupes, où là, c'est vraiment des choses qu'on peut faire typiquement aux grands ateliers, et pas beaucoup ailleurs, parce que ça demande beaucoup d'espace. Là, c'est vraiment des choses qui ne prennent du sens soit parce qu'on ne peut les réaliser que si on est très nombreux, c'est-à-dire que tout seul, c'est infaisable. Donc ça demande vraiment une coordination entre chacun pour pouvoir réaliser les choses, soit dont le résultat ne prend du sens qu'en grand groupe pour faire comprendre par exemple, ça peut être des mécanismes de fonctionnement de la matière, mais qui sont imagés avec le corps. Donc là, sur ce mode-là, il y a plein d'exercices où justement les apprenants vont simuler le comportement de la matière, donc la tension, la contraction, la flexion, etc. C'est ce qu'on appelle des exercices kinesthésiques. Et puis voilà, ce genre de choses aussi, c'est des choses qui sont réalisées collectivement. Ça prend en grand groupe, en 1 heure, c'est réalisé. Donc c'est une construction à double courbe. Donc c'est assez complexe à dessiner, à concevoir, mais en fait à réaliser c'est très très simple. Et le mode de réalisation de ça, c'est qu'on a un grand groupe, il y a 1 sur 10 qui va devenir moniteur en fait, donc il y a un temps où la majorité, 90% du groupe va expérimenter des choses qu'on voit au milieu, et il y a 1/10 du groupe qui va devenir moniteur, donc à qui on va enseigner les bases théoriques et puis pratiques de comment on construit le serpentin là, et ensuite c'est chacun des moniteurs qui va avoir un groupe à sa charge, donc de 10 personnes, et qui va jouer le coordinateur du groupe pour faire en sorte que tout s'agence bien. Donc ça c'est aux grands ateliers, mais dans d'autres, ça c'est pas aux grands ateliers par exemple, c'est dans le hall central de l'école d'architecture de Lyon, où chaque année on fait des choses comme ça. Et l'idée aussi c'est de sortir de la salle de classe pour donner à voir ce qui est réalisé aussi à tous les gens qui passent par là, donc les autres étudiants. Donc l'idée c'est aussi de discuter de voilà ce qu'on a fait avec d'autres étudiants, d'autres années, etc., avec les autres enseignants, avec tout le personnel administratif, etc. de l'école. Et ça permet aussi quand on donne à voir ce qui est réalisé, en fait, ça permet aussi de créer du lien entre étudiants et enseignants, etc. Et que les choses qui sont faites dans le cadre du cours, elles ne soient pas confidentielles et elles ne disparaissent pas à la fin du processus. Alors, quelque chose qui est très important aussi pour nous, c'est que pour favoriser le changement dont je parlais au début, c'est très important d'avoir un cadre d'apprentissage qui soit bienveillant et de se faire plaisir, donc d'apprendre en se faisant plaisir. Donc il y a beaucoup de moments où on va permettre justement de déconnecter un peu et de profiter de ce qui est là et du jeu avec la matière, du jeu entre les personnes, etc. Et puis il y a aussi évidemment le droit à l'erreur, donc et l'exploration des limites.
L'idée, c'est vraiment de... on a même des exercices qui s'appellent faire du mauvais pisé. Donc l'objectif est de faire le truc qui ne marche pas, en fait. Donc de trouver tous les moyens de faire ce qui ne marche pas, pour justement mieux comprendre pourquoi il y a des choses qui fonctionnent et d'autres non. Donc c'est très très important, donc ça, vous le savez, que dans le cadre du droit à l'erreur, d'avoir une posture bienveillante et pas... d'accueillir en voyant les choses positivement, ce qui n'a pas marché, et d'en tirer des bénéfices. Là, je vais finir avec quelques exemples concrets de formations qu'on a données. Ça, c'est une formation qu'on a donnée plusieurs années, donc c'est 96 heures option transversale de dernière année d'école d'ingénieur sur les matériaux innovants, donc qui mêle des visites de chantier avec les intervenants professionnels qui expliquent comment ils ont fait, etc. Des conférences, là on ne les voit pas, mais de professionnels aussi, des tables rondes, des phases, donc c'est du projet, une phase de créativité en groupe, des présentations intermédiaires de projets avec des évaluations formatives entre pairs. Voilà, des réactions sur les différents projets qui sont menés. Et puis la phase d'expérimentation matériaux. Là, c'est des résultats de travaux en groupe sur des phases de créativité, sur ce qu'ils ont envie d'expérimenter, quelles sont les thématiques qu'ils veulent tester, etc. La phase d'expérimentation qui est en groupe, qui est collaborative. Et puis, vous voyez là aussi des retours, donc des phases d'évaluation formative qui sont en cours de projet, où voilà, chacun va présenter ce qu'il a fait aux autres à différentes étapes du processus. Sur l'évaluation, un petit point sur l'évaluation. Donc en général, on fait beaucoup d'évaluations formatives qui est formelle ou informelle, ce qui permet beaucoup par rapport à l'apprentissage expérientiel, c'est important parce que ça permet vraiment de prendre du recul à chaque fois sur ce qui a été fait. Sans ça, ça n'a pas beaucoup de sens, l'apprentissage expérientiel. Et puis beaucoup d'évaluations, des évaluations qualifiantes quand c'est nécessaire, parce que souvent, c'est pas nous qui sommes forcément en charge de ça, si on le fait avec des enseignants, mais bon, on accompagne les enseignants à le faire. Donc on développe beaucoup l'auto-évaluation, l'évaluation par les pairs, et puis voilà, les présentations de projets. Là, par exemple, il y avait un travail par les étudiants de qu'est-ce qui permettait de saboter un travail en équipe et qu'est-ce qui faisait qu'un travail en équipe fonctionnait bien. Donc le sabotage, faire le même travail à plusieurs, ne pas tenir ses engagements, ne pas venir aux réunions d'équipe, refuser de communiquer, laisser interférer les problèmes personnels, ne pas s'organiser en équipe, etc., refuser de travailler. Donc voilà, il y a vraiment un recul aussi sur les modes de fonctionnement en groupe. Là, c'est aussi une autre formation qu'on avait faite, donc toujours avec différentes phases que j'ai déjà nommées tout à l'heure. Ça, c'est un atelier créatif expérimental ouvert. Ouvert, ça veut dire qu'en fait, c'était pas un atelier qui durait 5 jours. C'était pas un atelier qu'on avait mis en place pour des étudiants spécifiques. C'était un atelier où c'était un peu comme une summer school, en fait, où les étudiants pouvaient s'inscrire, mais du coup, il y avait aussi tout le monde pouvait s'inscrire, donc des enseignants, des chercheurs, des étudiants, des professionnels, etc., qui étaient sur la thématique de construire en fibre végétale. Donc ça commençait par donc bibliothèques de matière, ateliers sensoriels, des phases de créativité en groupe. Donc là, vous voyez qu'il y avait pas mal des chercheurs, des professionnels, etc., où on décidait de qu'est-ce qu'on avait envie de tester, qu'est-ce qu'on avait envie d'expérimenter et comment. Ensuite, des ateliers pratiques, alors à la fois dans la réflexion cognitive, mais où après on passe dans une deuxième phase concrètement réaliser des petites expériences en groupe. Et puis après, on passe à l'échelle de l'architecture où voilà, là, on va utiliser les concepts qu'on a découverts pour passer à l'échelle 1 du bâtiment. Donc ça c'était sur les 2 derniers jours et aboutir à un prototype qui a été conçu et réalisé par les personnes participantes. Ça se fait aussi... je suis trop longue. J'ai presque fini. C'est vrai qu'on avait dit qu'il y avait des questions, je suis désolée.
Donc le festival Grain d'Isère, qui est un festival qu'on organise tous les ans aux grands ateliers, qui permet de mixer les publics. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très important, où en fait les étudiants sont vraiment mis en situation de comment interagir avec des professionnels, avec des chercheurs, etc., avec du grand public, donc qui deviennent eux-mêmes animateurs ou formateurs pour d'autres publics. Donc ça fait vraiment partie de la formation d'être intervenant sous différentes formes dans ce festival grand public. Des ateliers des ateliers grand public qui ont été mis en place par exemple au musée des Confluences, où les étudiants participent à animer les ateliers. Donc ils sont vraiment ils changent de posture, ils sont plus apprenants, ils sont animateurs, et ça permet aussi vraiment de se rendre compte de ce qu'on a assimilé comme connaissance et ce qu'on est capable de retransmettre. Ça, c'est le prototype Terra Nostra. C'est un prototype qui est en ce moment sur la ZAC Flaubert à Grenoble. Je ne sais pas s'il y en a certains qui connaissent. Donc, c'est un prototype qui a été entièrement conçu et réalisé, conçu à l'école d'architecture de Grenoble et réalisé aux grands ateliers par des étudiants de master, et qui est aujourd'hui un espace démonstratif. Et il y en a un autre qui est plus près d'ici, qui s'appelle Canopéa, qui a été aussi conçu et réalisé par des étudiants de l'école d'architecture de Grenoble, qui est sur la presqu'île, là je ne sais pas exactement où, qui a un démonstrateur en fait. Donc là on commence à s'approcher de choses qui sont de plus en plus réelles. Là, c'est des travaux qui ont été faits avec des étudiants de l'école d'archi de Lyon, où là, à côté des grands ateliers, on avait besoin d'un sol, et puis on s'est dit, on va expérimenter des recherches qu'on est en train de faire sur les sols en terre. Donc pendant 4 mois, ils nous ont accompagnés à la formulation, la réalisation, la pose du sol. Donc c'est vraiment quelque chose qui est utile pour les gens qui utilisent ces espaces. Ça, c'est un garage à vélo en cours de construction, donc aussi quelque chose d'utile. Donc là, on va de plus en plus vers les projets qui correspondent à un besoin réel. Ici, un bâtiment, donc derrière, c'est les grands ateliers. Là, c'est le chantier d'un bâtiment expérimental en Pisé, qui est devenu le laboratoire d'Amaco. Donc ça a été aussi complètement conçu et réalisé par les étudiants. Donc depuis les fondations jusqu'au mur, à la toiture, mur en Pisé, etc. Et le bâtiment final. Donc voilà, là c'est vraiment un exemple de répondre à un besoin réel. On avait besoin d'un labo, voilà, il a été conçu et réalisé par les étudiants. Et puis ça, c'est le dernier exemple d'un projet qui est en cours en ce moment avec les masters de l'école d'architecture de Grenoble, où justement il y a eu un appel à projet dans le cadre d'une collectivité territoriale qui s'appelle la CAPI, qui est dans le Nord-Isère, où les communes à partir des demandes des habitants ou des demandes des conseils municipaux, ont dit nous, on aurait besoin d'une petite salle polyvalente, d'un truc, d'un espace qui soit pour le bien commun, pas des bâtiments d'habitation privée. Et donc les étudiants avec les enseignants se saisissent de la demande, et à partir d'enquêtes, de terrain, d'interviews des parties prenantes, vont définir, capter le besoin et concevoir un bâtiment, donc avec l'intervention de professionnels. Ça, c'est le projet. Les phases où il y a des travaux en groupe, des restitutions, puisqu'au départ, il y a 10 projets, puis 5, puis 3, puis 2, puis 1, avec à chaque fois faisant la synthèse des différentes propositions. Et ensuite, c'est un bâtiment qui est réalisé, c'est pas 10 bâtiments de 10 projets. Et puis là, ce sont des phases de restitution intermédiaires aux futurs utilisateurs, pour recueillir au fur et à mesure leurs besoins. Les carrières où on va chercher la terre pour construire, les expérimentations aux grands ateliers, donc pareil, des mises en œuvre de processus de construction innovants, le chantier réel, donc le chantier qui est en partie réalisé par des entreprises et en partie réalisé par les étudiants. Donc il y a une interaction justement monde professionnel, monde étudiant, qui est très très riche pour les étudiants, d'être confrontés vraiment à comment ça se passe dans le monde réel de la construction. Là, on voit le plaisir des étudiants dont je parlais tout à l'heure. Et puis aussi des phases de médiation du projet. Donc là, par exemple, dans les écoles alentours, où justement, on va aller expliquer aux enfants comment on est architecte, comment on conçoit un bâtiment ou comment on construit un bâtiment. Voilà, ça, c'était des trucs sur les formulaires d'évaluation. Je vais passer le dispositif qualité, j'en parle pas, on s'en fiche, dispositif qualité. Donc dispositif qualité, donc conception, tout. Il reste 4 minutes.
j'ai fini. C'est fini. On s'en fiche. Tu seras là avec nous toute l'après-midi dans la mezzanine. Si vous voulez parler du dispositif qualité. Et je finis juste... Non, c'est fini, il y a juste une vidéo. Mais qui dure pas longtemps, donc ça va. Voilà, c'est pour finir. Non, ça marche pas. Ah non, pardon. Ça. J'ai perdu ma souris. Hop. Mince. Ah. Je vais revenir sur la présentation, ce sera plus simple. Hop. and really in a good condition, and we can build houses very simple, like everywhere in the world, but in a very high quality, and it is really a luxury house. We can build castles. Voilà. Désolée, j'étais trop longue. Merci. Alors merci Laetitia de se battre de côté, hein, parce que je pense que tu nous as tous mis dans une autre zone d'inconfort là. Mais on voit bien effectivement comment vous pouvez, dans votre domaine, dans vos domaines, parce que c'est interdisciplinaire, voilà, mettre en place l'apprentissage expérientiel. Merci. Merci à toi. Je propose que vous puissiez rencontrer Laetitia tout à l'heure dans les mezzanines après les présentations donc qui vont s'enchaîner. Donc Laetitia, tu pourras répondre aux questions à ce moment-là. Voilà, donc tu avais toute une partie sur l'évaluation, je pense que c'est important. Donc n'hésitez pas à la solliciter dans une petite heure.